Ouais, ça vous va? Allez. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce workshop consacré donc à comment utiliser le merchandising pour faire rayonner un univers de marque avec un exemple concret avec RATP. Et pour animer ce workshop, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Odiger, responsable chez RATP Group des opérations spéciales, culture et partenariat. Merci Pierre d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Et Songfan Ekam, responsable des opérations spéciales et identité sur tout ce qui concerne les éléments visuels et sonores de la marque. Merci beaucoup Song d'être avec nous et de rien. Partager ton expérience sur le sujet. Donc je suis pour ma part Benjamin Stetten-Pigas, je suis le président de l'agence Affective, qui est une agence dédiée à l'objet de marque. On est une agence créative et stratégique dédiée à l'objet de marque. Et donc on a la chance, la joie, l'honneur aussi d'accompagner RATP sur ce projet qui a été lancé en 2019. Donc pour introduire le sujet, je voudrais peut-être rappeler que quand on pense à RATP, on pense évidemment au transport, aux lignes de métro, à la signalétique qui rythme le quotidien des Parisiens, des Franciliens. En revanche, on pense un petit peu moins à associer une marque de service public avec des produits dérivés, des gammes de produits merchandising, comme on le dit à l'anglo-saxonne. Et pourtant, RATP a fait le choix en 2019 de se lancer dans cette aventure, de lancer une collection d'objets reprenant les codes et l'identité de la marque RATP. Donc on est donc là ce matin pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui a motivé RATP à se lancer dans ce projet, quels sont leurs objectifs, comment ils s'y prennent. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va découvrir ensemble ce matin. Et donc pour attaquer les questions, on va s'intéresser à la jeunesse du projet. Et est-ce que vous pouvez, Pierre, Song, nous dire pourquoi une marque comme RATP décide de développer des collections d'objets lifestyle à destination du grand public? Alors c'est vrai que la RATP, elle transporte beaucoup de Parisiens et de Franciliens tous les jours, et on peut se poser cette question de pourquoi à un moment donné on a souhaité mettre en place cette boutique RATP La Ligne. Alors il faut savoir que la marque, elle existe depuis très longtemps. On a fêté nos 75 ans l'année dernière. On va fêter cette année les 125 ans du métro. Et donc la RATP, elle est aussi l'héritière des compagnies de transport qui l'ont précédée. Et donc elle est un peu la gardienne d'un patrimoine assez exceptionnel. Donc déjà, le premier objectif, c'était de valoriser le patrimoine dont la RATP est un peu la détentrice, et de valoriser aussi l'identité de cette marque, qui est une marque qui existe depuis très très longtemps. Donc premier objectif, valoriser l'identité et le patrimoine. Et du coup, on a décidé de le faire à un moment particulier. C'était les 70 ans de la RATP en 2019. Et on a voulu en faire un moment de partage avec le public. On a voulu que finalement chacun puisse s'offrir un objet iconique, que chacun puisse trouver dans une gamme de produits un morceau du patrimoine. Donc il y avait cette idée de partager tout ça avec les Parisiens, les Franciliens, puisque je l'ai dit, l'entreprise elle a traversé 7 décennies, et donc il y a tout un imaginaire collectif autour du métro, autour de la RATP, autour du transport. Et donc voilà, c'est au moment de ces 70 ans, on s'est dit, c'était une année un peu festive pour nous, les 70 ans. D'ailleurs, le claim, c'était de nos histoires en commun avec nos voyageurs. Donc il y avait vraiment cette volonté. Et puis à cette époque, on avait une nouvelle plateforme de marque avec une signature qui s'appelle À Demain, et qui on souhaitait que les valeurs de proximité, d'humain soient au cœur des engagements de la marque. Et je trouve que ce qu'on a fait avec vous sur RATP La Ligne, ça s'inscrit dans cette promesse de marque
dans cette volonté d'être proche, dans une relation de proximité, une relation durable. Et je dirais que ce qui a été fait ici, l'objectif c'était peut-être de renforcer un lien affectif à la marque RATP. Alors vous vous appelez affective, donc ça tombe. Pas par hasard. Voilà, exactement. Il n'y a pas de hasard. Donc renforcer un peu cet attachement à la marque et renforcer un peu un lien émotionnel à la marque. Donc je pense que c'est une manière en tout cas de le faire. Et dernière chose, en tout cas qui était intéressante pour nous, c'était on est dans un contexte d'évolution de la marque, puisque vous savez qu'on est un opérateur de transport pour le compte d'Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Vous avez dû voir progressivement l'identité visuelle d'Île-de-France Mobilité arriver sur les bus, les métros, etc. Donc, je ne dirais pas qu'on est dans un contexte de disparition de la marque RATP, mais c'est vrai que la marque RATP, elle était quand même challengée, y compris dans les espaces de transport. Et on s'est aussi rendu compte que, par exemple, les jeunes publics ont un rapport un peu plus distant à la marque RATP, puisque forcément, je disais que c'est une marque à 75 ans, mais les jeunes publics, finalement, ils voient un peu moins cette marque RATP. Et pourtant, on a 85% des 15-25 ans, par exemple, qui prennent le métro et le RER au moins une fois par semaine. Donc finalement, un projet comme celui-là, c'est une manière aussi un peu de moderniser la marque, puisque l'idée, c'était d'avoir quelque chose de très lifestyle, urbain, un peu vintage, donc une façon de moderniser la marque et puis d'aller chercher aussi des cibles un peu plus jeunes qui peut-être nous connaissent un petit peu moins. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors Pierre vous a bien résumé tout l'esprit de cette collection. Et là où c'est très important, c'est que vous verrez que les produits que l'on propose à la boutique n'utilisent pas l'identité actuelle de la RATP, sauf exception évidemment. On imagine mal un voyageur se balader avec un sac, un tote bag avec le gros logo RATP, au risque d'être confondu avec un agent. Donc on privilégie vraiment tous les signes inhérents au patrimoine de marque, donc tout ce qui crée les codes. Mais on y reviendra, je pense, un peu plus tard dans l'atelier pour voir qu'est-ce qui a été l'inspiration. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas vraiment la première fois qu'on fait une incursion dans le monde des produits dérivés. La RATP, on a déjà fait un petit peu avant, notamment lors du centenaire du métro en l'an 2000. Et elle a aussi travaillé aussi avec différents licenciés. Donc vous avez pu avoir, surtout dans les magasins de touristes, quelques produits. Par exemple, vous pouvez me croire sur parole, on a eu des boxeurs avec le plan du métro dessus, mais ça c'est dans les années 2000. Et plein d'objets comme ça. Et donc, finalement, on s'est dit, l'intérêt, c'était peut-être de mieux contrôler l'image qu'on veut donner à travers les produits dérivés, et donc en étant plus sélectif avec les différentes licences. Merci pour ces éléments de réponse. Donc une vraie motivation de partage, de valorisation du patrimoine, de s'adresser autrement et de créer du lien accessible. C'est pas évident, du coup, c'est pas le métier de RATP de développer des collections d'objets. C'est pas le métier d'une entreprise publique à la base. Est-ce que la recherche d'un partenaire pour porter ce projet a été compliquée ou pas, et en fait, pourquoi vous avez choisi Affective ou comment vous y êtes pris? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à choisir un partenaire? Oui, alors c'est vrai qu'on peut s'interroger, puisque effectivement, comme je le disais tout à l'heure, nous, notre cœur de métier, c'est de transporter les gens, offrir des solutions de mobilité, accompagner les gens dans leur trajet, leur vendre les meilleurs types de transport par rapport à leurs usages. Et donc effectivement, c'est pas du tout le job de la RATP de créer des collections d'objets, de faire de la vente, du retail. Donc c'était évident qu'on ne pouvait pas le faire seul. Et à la fois, il y avait cette idée de boutique, Vincent a parlé un peu des précédents, il y avait vraiment cette envie de créer une ligne, une collection, une boutique. Et donc on s'est dit, il faut qu'on s'associe à un pure player, je dirais, et surtout qu'on puisse entre guillemets partager le risque, parce que ça n'aurait pas eu de sens non plus d'aller seul sur ce type de marché entre guillemets. Et donc nous, on est soumis aussi au process de la commande publique en tant qu'entreprise publique. Donc on a fait un appel d'offres, et c'est vrai que
l'offre d'Affective à ce moment-là est celle qui nous a le plus séduit. Et puis, je dirais que ce qui nous a séduit aussi dans votre approche, c'est une approche 360, puisque vous êtes présent de la conception jusqu'à la distribution. Et ça, avec toutes les étapes que ça comporte entre les deux, et surtout une capacité à dialoguer avec nous et de comprendre justement l'histoire de la marque, l'ADN de la marque. Donc ça, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Et donc c'est vrai qu'on a eu ce premier appel d'offres avant les 70 ans de la RATP, et puis ensuite on a eu un deuxième appel d'offres, puisque on a décidé de pérenniser cette boutique, et c'est vrai que vous avez remporté à chaque fois ces appels d'offres. Bon, on va y revenir, mais en fait, ouais, et je dirais que c'est la même chose de notre côté, c'est cette notion de partage. En fait, vous nous avez vraiment ouvert voilà, l'histoire de la RATP, et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais on mesure aussi les enjeux que ça peut représenter pour une marque comme RATP de fabriquer des produits. On parle aussi de responsabilité sociale, environnementale, on parle d'impact, on parle de filière de fabrication, on parle d'ancrage territorial. Et donc, confier et externaliser ce genre de sujet, c'est quelque chose d'important pour une marque, évidemment. Et ce que je veux souligner par rapport à ce que tu partages aussi, c'est cette notion vraiment de co-construction, de présenter des solutions et d'arbitrer sur les choix de fabrication. Du coup, dans la manière de développer cette collection. Un petit exemple aussi, peut-être pour illustrer ce qu'on dit, sur effectivement la fabrication des produits. Quand on fabrique des chaussettes, on peut les fabriquer en Asie, on peut les fabriquer en France, on peut les fabriquer en Europe de l'Est. Et donc, la démarche qu'on a quand on travaille la sélection d'un produit, bon, on part toujours du client final, mais on se dit, si par rapport à un prix donné qu'accepte de payer le client, est-ce qu'on peut choisir une filière de fabrication en ancrage territorial? Et aujourd'hui, on n'a pas loin de 60% des objets de la gamme qui sont fabriqués en France ou en Europe. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intégré et de construit, de mesuré, de réfléchi. Et c'est des éléments à ne pas négliger, effectivement, quand on construit une gamme merchandising comme on a pu le faire avec RATP. Je vous ai un petit commentaire, un petit écho par rapport à ce que tu nous partageais. On s'est intéressé à la jeunesse. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un petit peu au déploiement. On avait un petit film prévu à cet effet, mais alors la technique marche pas bien ce matin. On vous invite il sera sur YouTube. N'hésitez pas à regarder RATP la ligne YouTube. Voilà. Le film est assez intéressant sur les retombées qu'ont eu le lancement de la gamme. Et si on reprend effectivement le déploiement, est-ce que justement par rapport à cet anniversaire initial en 2019, vous pouvez nous donner quelques repères sur en tout cas les succès que vous avez rencontrés par rapport à ça? Le succès était assez immédiat. En fait, il y avait une très 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 forte attente du public pour ce type de produit. Surtout si on se réfère à d'autres grands transporteurs dans le monde, à Londres, à New York ou à Tokyo, et dans une moindre mesure Berlin et depuis peu à Madrid, chaque grand opérateur de transport, en fait, les opérateurs de transport qui ont une histoire, qui accompagnent la vie, le quotidien de millions de voyageurs depuis un certain nombre de temps, ont créé leurs propres produits, puisqu'effectivement chaque système de transport a créé un langage visuel. Donc on est vraiment loin de l'identité visuelle de l'entreprise. On n'est pas dans le logo ni dans les couleurs, mais sur plein de choses comme la signalétique, les noms de stations, les couleurs employées pour désigner les lignes, les mobiliers, les formes, les matériels roulants bien sûr, les trains. Et en fait, c'est tout cet ensemble qui crée cette petite connivence, ce rapport avec une marque, donc c'est un rapport indirect. Et chez nous, effectivement, on a recensé notre patrimoine qui est assez riche, puisque la RATP, même si à 75 ans, elle reste encore jeune, puisque les transports, eux, remontent à 1900. Donc on est héritier des précédentes entreprises de transport. Et au fil du temps, on a créé aussi notre propre langage et parfois des choses assez inattendues. Vous connaissez sans doute le lapin du métro qui se pince les doigts depuis la fin des années 70. Il est devenu un personnage assez fétiche et on l'a naturellement exploité et il fait partie des grands best-sellers de la boutique.
vrai qu'on a stretché Serge qui est vraiment iconique effectivement dans la gamme. On l'a vu, on a souligné que la gamme était prévue initialement pour célébrer un anniversaire. Elle a été pérennisée, elle a été plébiscitée par le public, elle a été également plébiscitée par les grands magasins, parce qu'il y a une affinité de cibles. On n'a pas parlé tellement des cibles jusque-là, mais vraiment, il y a eu un écho et un accueil très positif, on l'a vu. Et on se rend compte que les différents types de publics, en tout cas, sont assez distincts et variés. Mais il y a vraiment les franciliens, il y a tout ce qui est associé aussi au souvenir de la ville de Paris. Donc tout ça, ce sont des cibles effectivement qui sont prises en compte dans la manière dont on développe les gammes. Mais donc la gamme a été plébiscitée également par le retail, puisque très vite les Galeries Lafayette nous ont demandé à implanter les produits en magasin, donc, puis le BHV. Et aujourd'hui, on active, on augmente la distribution, la diffusion de cette gamme auprès de concept stores et de distributeurs spécialisés. En quoi ça peut être intéressant pour une marque d'être présent dans la distribution? Est-ce que ça participe au rayonnement de la marque pour RATP? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que nous, on est dans une relation très quotidienne avec nos voyageurs. Nous, on est une marque du quotidien. Alors, on nous aime parfois, on nous déteste aussi. C'est comme dans toutes les relations quotidiennes. Il y a des moments un peu hauts, des moments un peu plus bas. Mais nous, en tout cas, voilà, on accompagne les voyageurs, encore une fois, sur leur trajet. Et donc, c'est très intéressant d'aller chercher, je dirais, d'autres cibles ailleurs pour faire rayonner la marque. Et donc, il y a une forme aussi de reconnaissance, je dirais, parce que quand vous arrivez au BHV, aux Galeries Lafayette, que vous avez des pop-up stores ou des corners qui sont dédiés à la marque RATP La Ligne, c'est quand même un élément de fierté aussi. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour nos collaborateurs, parce qu'en Ile-de-France, la RATP, c'est 48 000 salariés. On est, je crois, le deuxième employeur d'Île-de-France derrière la ville de Paris. Donc 48 000 collaborateurs qui représentent 20% d'ailleurs des commandes. Hein. Donc c'est pour ça que je parle d'éléments de fierté, puisque finalement la boutique RATP La Ligne, c'est aussi un succès interne. Et en tout cas, le fait d'être présent dans un réseau de distribution, dans les grands magasins, ça renforce cet élément de fierté. Et puis tu as parlé des touristes, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable, puisqu'effectivement on a des gammes et des collections qui sont plutôt dédiées aux Parisiens, aux Franciliens, avec qui on partage cette histoire en commun depuis plus de 70 ans, mais on a aussi pas mal de produits qui sont destinés aux touristes dans ce qu'on appelle l'univers souvenir. Et donc évidemment être présent en retail dans ce type de magasin, ça nous permet d'aller toucher cette cible. Et sur les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, où on a accueilli un peu le monde entier, c'est vrai que les produits RATP La Ligne ont très très bien fonctionné. Par exemple, au BHV qui avait dédié tout un univers au rez-de-chaussée à tous les produits liés aux Jeux Olympiques, à la France, etc. Ils avaient proposé un corner RATP. Et donc, pour nous, c'est vraiment une manière d'aller chercher ce public-là. Merci pour ces éléments de réponse. Et justement, si on s'ouvre un petit peu au monde, peut-être un élément intéressant à partager et puis une question complémentaire. L'élément à partager, c'est qu'on se rend compte aussi que le fait d'être présent en retail, il y a bien sûr de l'achat spontané pour ces personnes qui sont en visite à Paris et qui viennent un peu du monde entier. On a d'ailleurs eu des contacts au Japon qui nous ont demandé en passage d'aller commercialiser la gamme effectivement au Japon. Mais on se rend compte aussi que le fait d'avoir cette dualité entre shop physique et e-commerce, on a énormément de commandes en Europe et dans le monde de pays comme... alors en Europe, on a beaucoup les pays du Nord, Allemagne, Hollande, Suède, Angleterre évidemment. Et puis on a aussi beaucoup de commandes USA, Japon. Et en fait, comme on ne communique pas spécialement dans ces pays-là et qu'on ne fait pas d'acquisition,
si on traque un petit peu les flux, c'est vraiment des gens qui sont passés en grand magasin, qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'acheter les produits sur place, mais qui, rentraient chez eux, vont commander un plan, une réédition d'un plan, une mascotte de Serge de Lapin, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces deux canaux se nourrissent les uns les autres. Ça, c'était un petit commentaire. Song, tu parlais tout à l'heure justement du bench à l'international, d'exemples comme la ville de Londres qui a intégré très très tôt, dès le début du siècle, les premiers produits merchandising dédiés au London Tube. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de références, en tout cas dédiées au métro londonien. Donc comparé à la gamme RATP La Ligne, nous on en a une quarantaine. Donc c'est plusieurs millions de livres sterling de revenus pour le métro londonien. On n'est pas encore là, mais on y travaille sur Paris. Une fois que j'ai dit ça, Londres a donné naissance, enfin si je prends Londres, mais ça peut être d'autres exemples à l'international, ou en tout cas le fait de rentrer dans ces programmes merchandising donne naissance parfois à des collaborations surprenantes ou d'envergure. Il y a une collaboration récente entre Adidas et le métro londonien avec des lignes de chaussures reprises aux couleurs de chaque ligne, etc. Est-ce que ces collaborations, c'est des choses auxquelles RATP est ouverte pour développer sa gamme? Et en quoi ça aide, selon vous, au rayonnement de la marque? Oui, bien entendu, on est tout à fait ouvert aux collaborations, puisque associer des marques fortes et puissantes et qui sont dans le lifestyle, ça a toujours un intérêt, c'est complètement dans notre ADN également. L'une des collaborations récentes qu'on a eues, c'est avec Papier Tigre, par exemple, qui spécialisent des carnets, des papiers, donc avec plusieurs variétés, dont celui avec Serge, qui apparemment, d'après ce que nous dit Papier Tigre, leur meilleure vente de tous les carnets qu'ils ont fabriqués. Donc cela, d'ailleurs, pour l'anecdote, la peluche du lapin est sortie cet été, à peu près en même temps que les friges. Elles ont été épuisées très rapidement. Alors on n'avait pas prévu le même volume d'écoulement que les fridges, mais effectivement, elles ont été écoulées en moins de 3 semaines, le premier batch. Voilà, donc effectivement, il y a encore plein de partenariats à creuser. Il y en a eu quelques-uns précédemment aussi avec la Belle Chaussette, pour créer les premières chaussettes Serge, effectivement. Et Bic, il y a Bic qui vient d'arriver à la boutique. Tout à fait. Voilà. J'en profite, si vous voulez passer sur le stand A32, voir un peu plus en détail la collection et la gamme, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Et puis s'il y a des fournisseurs qui peuvent proposer des produits intéressants, ça peut intéresser Affective également. Tout à fait. Et j'ajouterais un élément qui n'est pas lié directement à la boutique, mais dans notre équipe, on s'occupe aussi de l'accueil des tournages cinéma, séries, et aussi des tournages publicitaires. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que toutes les marques lifestyle viennent faire des publicités, tourner des clips, des pubs dans le métro, puisque en fait, tout simplement, le métro aujourd'hui, c'est un élément populaire. Donc, si vous voulez toucher absolument toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les sensibilités, il n'y a quasiment plus que dans le métro que vous pouvez le faire. C'est le dernier endroit où tout le monde se croise, puisque on vit beaucoup aujourd'hui, un peu chacun dans notre communauté, dans notre couloir de nage, mais aujourd'hui, le métro, le RER également, les transports en commun parisiens, de manière générale, c'est vraiment un lieu où tous les publics se rencontrent. Et donc, toutes les marques quasiment viennent chez nous pour faire des shootings de leurs produits. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'on a un champ assez incroyable de collaboration possible. D'ailleurs, on a même quelques marques qui utilisent nos symboles sans notre autorisation, je ne les citerai pas, mais des grandes marques lifestyle qui parfois utilisent vraiment nos éléments patrimoniaux pour créer des éléments de décor de leur boutique. Donc voilà, ça c'est un élément qui nous fait dire qu'on a probablement de très beaux coups à jouer avec certaines marques. Et effectivement, le terrain de jeu, je le souligne, est infini. De par la largesse de ce patrimoine et la diversité des produits qu'on peut adresser, en fait, on est parti vraiment sur des produits avec
un usage classique ou quotidien. On est parti aussi sur la réédition de plans, de photos, etc. Mais on se rend compte aussi, une licence a été développée sur des petits miniatures qui peut intéresser des cibles enfants, etc. Le terrain de jeu et les catégories, notamment dans l'univers de la décoration, sont quand même assez conséquentes en termes de perspectives de développement. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Je vais conclure et on va se laisser un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour souligner qu'un programme merchandising et RATP La Ligne est la preuve qu'une entreprise de service peut prendre la liberté et peut prendre la parole autrement pour s'adresser à ses publics, pour créer du lien, un lien affectif, un lien émotionnel. Et donc, qu'il apporte aussi une véritable liberté, encore une fois, dans la stratégie de communication d'une marque, et que ça peut vraiment nourrir au sein d'une stratégie de communication globale, voilà, nourrir un peu cette approche multicanale. On peut aussi partager en conclusion qu'un programme merchandising, ça prend du temps. Ça s'installe et on est vraiment dans une démarche de progrès continu, step by step, et qu'on se nourrit des expériences, des succès, et puis des apprentissages qu'on a aussi dans la construction de cette gamme, et de laisser du temps et d'avoir une ambition forte, mais de la construire petit à petit avec humilité. Je pense que c'est comme ça qu'on aborde ce projet. C'est ce qui fait que, en tout cas, on le fait progresser de manière assez solide et résiliente. Enfin, en conclusion aussi, et là je partage un petit peu, en tout cas, la confiance que nous a donnée RATP, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il faut faire très attention à maintenir une cohérence et un respect dans le choix de fabrication et des produits qu'on propose entre le métier et les valeurs d'origine d'une marque et les produits qu'on va proposer. C'est une évidence, mais c'est parfois très important de le rappeler parce que ça doit être un cap qui guide nos choix dans la sélection des produits. Voilà, en conclusion, n'hésitez pas encore une fois à découvrir la collection si vous ne la connaissez pas au BHV ou aux Galeries Lafayette. Une boutique en ligne aussi existe sur le sujet. Et si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas, c'est maintenant.